chers invités en vos grades et qualités, chères étudiantes et chers étudiants de l'UTBM, chers collègues, chers amis, et mesdames et messieurs, je ne saurais vous cacher l'immense plaisir qui est le mien à nous retrouver toutes et tous aujourd'hui ici sur le site de Sevenans de l'UTBM en ce début d'année 2023 et à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Et je vous remercie très vivement et très chaleureusement pour votre présence. Je ne saurais bien entendu débuter mon intervention et cette intervention sans vous adresser les meilleurs de mes vœux. Puisse 2023 être pour vous toutes et tous synonyme de santé, de bonheur, de joie familiale et de succès professionnel, qu'il soit individuel ou collectif. J'espère que cette nouvelle année nous procurera beaucoup de satisfaction dans notre travail et que nos projets continueront à trouver des issues positives et pourront se concrétiser par de belles réussites en dépit d'un contexte global, et c'est peut-être peu de le dire ainsi, rempli de multiples incertitudes lorsqu'il n'est pas anxiogène. Alors l'objectif de mon propos ce matin est de dessiner avec vous la trajectoire pour l'année 2023 de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. L'année qui débute sera riche et intense, assurément, mais je crois que les années passées le furent également. 2023 verra ainsi la poursuite de plusieurs projets qui s'inscrivent dans notre projet d'établissement Synergie 2, ainsi que l'initiation de nouveaux projets. Au préalable, toutefois, je vous propose de nous arrêter quelques instants, une dernière fois, sur l'année 2022, une année paradoxale à bien des égards, en évoquant plusieurs faits l'ayant ponctuée. Alors, Napoléon Bonaparte avait pour coutume de dire « un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». C'est pourquoi je vous propose la rétrospective non exhaustive de l'année 2022 à l'UTBM, en images, et tout cela en 941 secondes. Et je vous dis à tout de suite donc.
Je suis désolée, on vient de vous embêter en plein cours ici sur l'hydrogène. C'est un master que vous avez choisi, vous êtes ingénieur. Pourquoi l'hydrogène et pourquoi Belfort? L'hydrogène, ça reste une piste pour la décarbonation et on a vraiment un besoin pour exploiter cette piste. J'ai choisi de suivre cette formation pour aller jusqu'au bout de l'aventure, c'est-à-dire de comprendre toute la chaîne hydrogène, de sa pertinence jusqu'à l'utilisation. Et vous y croyez, ça, pour demain? Vous pensez que c'est vraiment une énergie, un vecteur d'énergie d'avenir? Exactement. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Il va nous servir à la décarbonation de l'industrie s'il vient des énergies propres, des énergies renouvelables. Et vous venez de Poitiers? Je viens de Poitiers, exactement. J'ai fait l'ENSI Poitiers, école d'ingénieur.
Voilà, merci. Alors je souhaiterais aujourd'hui, en ce début de matinée, vous parler, mais je crois que vous n'en serez aucunement surpris, de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, l'une des 3 universités de technologie en France et la 7e formation d'ingénieurs la plus importante du pays par le nombre de diplômés annuellement sur les 204 formations accréditées en France, mais également vous parler de technologie, écrite au singulier, et d'innovation, écrite au pluriel. Alors, il me semble important de rappeler tout d'abord ici que la France a très longtemps cultivé une approche dichotomique de la relation entre la science, la technique et la société. Et notre société s'inscrit encore parfois dans cette lecture simplificatrice, pour ne pas dire chimérique à mon sens. C'est là un trait bien distinctif de notre culture latine au regard de celle des autres grandes puissances industrialisées, germaniques et anglo-saxonnes notamment. Est à ce titre tout à fait révélateur le fait que l'Académie des technologies ne soit née en France qu'en 2000 seulement. Cette dernière a depuis pour mission, je cite, de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leurs interactions avec la société. Et c'est exactement la mission que s'était vue confier à sa création en 1972 l'Université de technologie de Compiègne, première née des universités de technologie françaises. Aussi, un établissement d'enseignement supérieur et de recherche doit se penser comme une organisation intégrée. Et cela est peut-être encore plus vrai d'une université de technologie, et c'est l'essence même de nos projets d'établissement Synergie et Synergie 2. Le temps est loin, par exemple, où un établissement ne déployait ses actions qu'autour d'une partition disciplinaire, aujourd'hui communément dénoncée au nom de la stérilité de l'hyperspécialisation. Cette partition s'avère être, dans tous les cas, je le pense, un frein à l'appréhension de la complexité du monde et à l'innovation. Ainsi, la nécessité d'une transformation profonde, radicale de l'enseignement supérieur et de la recherche, en phase avec la transformation de notre société au sein de laquelle nous sommes ancrés et pour laquelle nous œuvrons au quotidien. Nous avons une mission de service public, ne l'oublions jamais, concourt à inventer de nouvelles dynamiques au sein même de chaque établissement, mais également entre les établissements et leurs partenaires, qu'ils soient universitaires ou industriels, dans une double logique de réseau et de territoire. L'interdisciplinarité et les capillarités avec les milieux socio-économiques, je le crois profondément, permettent de renouveler le lien entre la recherche et sa valorisation, mais peut-être aussi et peut-être surtout entre la formation et la recherche afin de démultiplier les potentiels d'innovation que chacune renforme. Et l'ensemble des disciplines, quelles qu'elles soient, doivent ainsi gagner en plasticité. C'est pourquoi les évolutions ayant cours au sein de l'établissement depuis 2017 visent plusieurs objectifs complémentaires et cohérents qu'il me semble important de rappeler ce matin. Celui tout d'abord d'acculturer plus encore nos étudiantes et étudiants à la pratique de la pluridisciplinarité. Les métiers de l'ingénieur ont fortement évolué et évolueront encore fortement à l'aube de la 4e révolution industrielle qui plonge ses racines dans l'apparition d'Internet et se nourrit du phénomène technologique qu'est la numérisation. L'approche pluridisciplinaire est donc pour l'ingénieur plus que jamais un atout essentiel pour lever, avec efficience, mais également avec responsabilité, des verrous de tout ordre. Celui ensuite de reconstruire le lien formation, recherche, entrepreneuriat, innovation. L'innovation est partout et doit être l'affaire de toutes et tous, à tous les âges même. Elle ne saurait être donc exclusivement réservée à quelques sachants, affublés du titre parfois tapageur et souvent superfétatoire, reconnaissons-le, d'innovateur. L'innovation ne saurait être de même être rabougrie à la seule deep tech, un anglicisme en vogue désignant l'innovation technologique de rupture, en omettant bien souvent de préciser au demeurant combien deep doit être la tech pour être complètement deep tech, pour être complètement et pleinement deep tech. L'innovation s'appuie tout au contraire sur plusieurs moteurs. Elle est ainsi disruptive ou incrémentale. Elle est motivée par de nouveaux usages, par la technologie, par les coûts, par l'organisation ou toute combinaison de ces motivations.
L'innovation est ainsi l'un des leviers majeurs à même d'apporter des réponses aux enjeux auxquels notre société doit faire face, car au-delà des formes qu'elle peut prendre, elle marque, je le crois, une volonté inextinguible, d'améliorer et d'entreprendre, peut-être ce que l'on appelait par le passé le progrès. L'innovation est différente de l'invention. Si l'invention qualifie une nouveauté, supposée jamais imaginée, l'innovation désigne l'introduction sur le marché d'une organisation, d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés. Innover requiert donc de penser, mais aussi et peut-être surtout de matérialiser l'idée, de la tester, de la confronter, de l'améliorer, etc., avant sa production. Plus que de se penser, l'innovation se fabrique donc. Enfin, l'innovation ne se décrète pas, l'innovation ne s'improvise pas. Elle requiert notamment un état d'esprit, c'est celui de l'avocat de l'ange, et la maîtrise de processus méthodologiques robustes. C'est pour l'ensemble de ces raisons, et bien d'autres encore, qu'un dispositif global et cohérent fut progressivement déployé au sein de l'UTBM à partir du début de l'année 2017. Et il est connu aujourd'hui sous le nom générique de Crunch et trouve de nombreuses déclinaisons. Plus globalement, celui enfin d'ancrer fermement l'établissement dans son réseau et dans son territoire en le rendant pleinement poreux à son environnement socio-économique dans une approche intégrée couplant formation, recherche et innovation. En 2023, l'UTBM, si elle représente moins de 4% en nombre de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bourgogne-Franche-Comté, diplôme chaque année plus de 40% des ingénieurs de notre région. En 2023, l'UTBM contribue, je le crois du moins, à la lisibilité, à l'attractivité du territoire sur lequel elle est ancrée. La Bourgogne-Franche-Comté, globalement, le pôle métropolitain de Belfort et de Montbéliard spécifiquement, dès lors, par exemple, que plus de 80% de ces quelques 3000 étudiantes et étudiants ne sont pas originaires de notre région. Pour 20% d'entre eux et d'entre elles, c'est même de l'étranger qu'ils nous rejoignent, de 67 pays différents et des 5 continents. Et cela nous honore et nous enrichit énormément. Ainsi, si l'établissement est ancré dans son territoire, il ne confine pas à la seule région ses modalités d'action, ni sa réflexion. Notre terrain d'expression doit être global et il doit être international. Alors, soyons-en fiers ce matin, sachons demain de ne pas l'oublier et continuons avec humilité, car rien n'est jamais acquis, ad vitam aeternam, à tenir notre rang. L'année 2023 sera tout d'abord une année critique, charnière pour le site universitaire Bourgogne-Franche-Comté. Alors je vous épargnerai ce matin la genèse ayant conduit l'ensemble du site à se trouver aujourd'hui dans de grandes difficultés, consécutivement à la décision en septembre dernier du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne de quitter la commu UBFC à l'issue de la période actuelle de contractualisation, c'est-à-dire en décembre prochain. Je vous épargnerai de même l'exposé des très multiples conséquences néfastes en découlant. L'atteinte réputationnelle est le gel immédiat de l'ensemble des programmes de type France 2030 opérés à l'échelle du site, de l'ordre de 60 millions d'euros de programmes gelés, excusez du peu, n'en étant que les deux plus perceptibles. La situation, à mon sens, pourrait même être burlesque si elle n'était pas tragique. C'est en effet l'avenir du site universitaire Bourgogne-Franche-Comté qui se joue actuellement et qui se jouera dans les mois à venir, c'est-à-dire notre capacité collective à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté à être plus qu'un site parfaitement quelconque, banal et fade dans le paysage universitaire français international. Et si le comment est toujours d'une importance capitale, il ne saurait toutefois l'emporter systématiquement sur le quoi et sur le pourquoi. Rappelons-nous à ce titre la mésaventure du chien contée par Ésope, le premier écrivain à avoir écrit des fables. Nous sommes en Grèce entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Le chien finit par lâcher sa proie lorsqu'il essaya d'en attraper l'ombre. Gardons-nous de cela, je le crois.
L'année 2023 sera ensuite une année d'évaluation de l'établissement, comme nous le connaissons toutes les 5 à 6 années. Aussi, du 7 au 9 mars prochain, nous accueillerons 2 comités d'évaluation. Celui du HERS, d'une part, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est une autorité administrative indépendante, chargée depuis 2013 d'évaluer notamment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Celui de la CTI, d'autre part, la Commission des titres de l'ingénieur, qui est un organisme indépendant en charge depuis 1934 d'évaluer toutes les écoles d'ingénieurs françaises en vue de leur accréditation. Alors, les dossiers préparatoires sont achevés et leur construction aura mobilisé depuis 18 mois à présent de très nombreuses personnes au sein de l'établissement. Et mille merci à elles pour le travail réalisé. 2023 sera également l'année du retour du Crunch Time, les éditions 2020, 2021 et 2022 ayant dû être annulées en raison des conditions sanitaires. Alors l'édition 2023 du Crunch Time est de retour donc et se déroulera du lundi 20 au vendredi 24 mars prochain. L'ensemble de l'établissement et ses partenaires se retrouveront à cette occasion durant une semaine à l'Axone et c'est pour nous toutes et tous une excellente nouvelle. Cette édition 2023 sera par ailleurs transfrontalière et organisée simultanément à Yverdon-les-Bains, en Suisse donc, à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, la HEI-GVD. L'édition 2023 du Crunch Time se délocalisera également à l'Université de Lomé au Togo et à l'Université Agostinho Neto à Luanda en Angola. Et mille merci aux équipes travaillant avec enthousiasme et depuis plusieurs mois maintenant à l'organisation de cette édition 2023. 2023 sera aussi l'année de la livraison de nouveaux locaux, des nouveaux locaux du Crunch Lab, le tiers-lieu de l'UTBM. Cela sera à l'été prochain. Et du bâtiment intégralement réhabilité de notre site de Belfort, cela sera à l'automne prochain. Alors ces réhabilitations d'ampleur représentant un budget cumulé de 16 millions d'euros, ont été rendues possibles grâce au soutien financier de l'État, du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de Grand Belfort, communauté d'agglomération, et du Conseil départemental du territoire de Belfort, que je souhaite ici très vivement remercier. Les bâtiments ainsi rénovés présenteront un très haut niveau de performance énergétique et constitueront des outils et de nouveaux outils pour assurer nos missions. Et je pense notamment à une nouvelle bibliothèque, à des espaces de travail partagés. Je pense également à des espaces d'enseignement plus en phase avec les pratiques pédagogiques d'aujourd'hui et de demain. Nous poursuivrons également en 2023 les études pour d'autres rénovations bâtimentaires sur nos sites de Belfort, de Sevenant et de Montbéliard. L'année 2023 verra enfin le renforcement de nos actions adressant les transitions, la transition socio-écologique au tout premier chef et la soutenabilité. Et je souhaiterais, si vous le permettez, m'y arrêter quelques instants et partager tout d'abord avec vous quelques actions ayant cours au sein de l'UTBM depuis plusieurs années, pour certaines d'entre elles. Je pense ici par exemple à nos certifications de type ISO 14001, système de management environnemental, et ISO 45001, système de management de la santé et de la sécurité au travail, couvrant depuis 2017 l'ensemble de nos campus et l'intégralité de nos activités. Je pense ici par exemple à notre dispositif qualité de vie et des conditions de travail initié en 2020. Je pense ici par exemple à notre programme démonstrateur de la ville durable opéré en partenariat avec Grand Belfort, Tandem et Enedis. Ce démonstrateur se déploiera progressivement sur le Technôme en y intégrant notre campus belfortain et nous permettra à l'horizon 2028, je l'espère, d'être autoconsommateur en énergie renouvelable. Le concept de ce démonstrateur, fruit des travaux conduits dans le cadre de la chaire industrielle Enedis UTBM et dans le cadre du programme Territoire d'innovation, s'articule autour de 2 axes complémentaires et indissociables à notre sens. C'est celui de la sobriété énergétique d'une part et celui de la production et du stockage d'énergie renouvelable d'autre part. Je pense ici par exemple à notre label de campus durable en ville durable. Je pense ici par exemple
aux thématiques de recherche développées par les équipes de l'UTBM sur les champs de l'énergie décarbonée, incluant l'ensemble des usages de l'hydrogène, bien entendu, de l'intelligence artificielle, des matériaux et de leurs procédés novateurs d'élaboration, etc., etc. Je pense ici, par exemple, au contenu de nos formations, adressant pour 15% de nos 630 modules dispensés chaque année les problématiques des transitions, l'éco-conception, la conception frugale, le numérique responsable, la décarbonation de l'outil de production, etc. Et peut-être à titre de repère chronologique, le premier enseignement créé à l'UTBM a dressé ce champ le fut il y a 25 ans de cela. C'était donc en 1998 et concernait l'analyse du cycle de vie et l'évaluation des impacts environnementaux dans une logique d'éco-conception de produits. Et par ailleurs, les réhabilitations bâtimentaires que je viens d'évoquer il y a un instant de cela s'intègrent pleinement dans cette logique. Ces réhabilitations permettront d'accroître la sobriété énergétique dans laquelle l'établissement s'inscrit depuis plusieurs années, avec une baisse de l'ordre de 15% de nos consommations de chaleur et d'électricité depuis 2017, grâce à de multiples investissements consentis. Il nous faut toutefois renforcer et intensifier ces actions. Alors pour quelles raisons le faire ? Pour quelles raisons ne pas nous contenter finalement du bilan que je viens de résumer succinctement ? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, nous ne saurions pas ne pas nous appliquer pleinement et totalement ce que nous promouvons et enseignons par ailleurs. Il en va de l'exemplarité. Il en va même de l'éthique de la vertu, chère à Emmanuel Kant. Ensuite, tout comme les ingénieurs ont tenu un rôle particulier, il ne faudrait le nier, dans l'avènement de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque géologique actuelle, caractérisée par l'influence significative de l'être humain à l'échelle de l'histoire de la Terre sur la géologie et les écosystèmes, époque ayant débuté avec la première révolution industrielle et durant laquelle de l'ordre de 1400 milliards de tonnes de CO2 induites par l'activité humaine ont été libérées dans l'atmosphère, les ingénieurs ont à tenir un rôle particulier pour dessiner et organiser les changements vertigineux, pour ne pas dire abyssaux, auxquels nos sociétés doivent consentir pour tendre vers un monde moins carboné et plus soutenable. Et dans ce contexte, l'UTBM, en tant qu'école d'ingénieurs, en tant qu'université de technologie, ne peut pas se désintéresser des pratiques de l'ingénierie à même de répondre aux défis du XXIe siècle. En effet, si la technologie ne sera pas assurément la solution unique et exclusive aux maux de notre monde, elle constituera tout aussi assurément une partie importante de la solution. Je suis en effet convaincu que ce sont bien la science et la technologie qui aideront l'humanité et tout ce qui vit sur notre planète à avoir un avenir acceptable. Et enfin, troisième raison, comme toute autre institution ou organisation, il nous faut trouver les chemins permettant de décarboner notre activité au maximum. L'activité de l'UTBM conduit actuellement à l'émission chaque année de l'ordre de 3400 tonnes équivalentes de CO2, auxquelles il convient d'adjoindre de l'ordre de 1000 tonnes générées par les déplacements quotidiens, domicile, lieu de travail, lieu d'études, soit au total de l'ordre d'1,3 tonne équivalente de CO2 émise en moyenne annuelle par chaque membre de la communauté de l'UTBM. Il nous faut donc trouver les leviers permettant une réduction significative de ces émissions. Et en la matière, nous faisons pleinement nôtre la conclusion du poème de Jean de La Fontaine, « Le charretier embourbé ». Vous savez, le charretier ce poème retrace la mésaventure d'un homme dont le chariot est bloqué sur la route et qui s'en remet à une puissance divine, Hercule en l'occurrence, lorsqu'il s'estime incapable de se dégager par ses propres moyens. « Aide-toi, le ciel t'aidera », lui rétorque Hercule. Aussi, je prends aujourd'hui solennellement devant vous, devant notre territoire, et au nom de l'ensemble de la communauté de l'UTBM, au nom de ces 3000 étudiantes et étudiants et de ces 400 personnels, l'engagement de nous inscrire dans une trajectoire dont les lignes de force, s'appuyant sur les actions existantes que j'ai rapidement énoncées et qui seront pleinement poursuivies, bien entendu, peuvent se résumer de la manière suivante. Tout d'abord, accentuer l'acculturation et renforcer la formation.
C'est en effet surtout par l'éducation, par la formation, que ces transitions s'opéreront. Les systèmes éducatifs doivent donc s'inscrire dans l'invention, beaucoup plus que dans l'évolution, à mon sens, et dans l'incertitude du devenir. Concrètement, il s'agira donc tout d'abord d'acculturer, d'ici à la fin de l'année 2023, l'intégralité de la communauté aux enjeux et défis des transitions socio-écologiques et de la soutenabilité, par le biais de conférences, d'ateliers, aux rentrées universitaires de septembre et de février, mais également tout au long de l'année universitaire. Il s'agira ensuite de former, au travers d'un module d'au moins 20 heures dans un premier temps, l'ensemble des élèves ingénieurs à un horizon de 3 ans. À ce terme donc, chaque ingénieur diplômé de l'UTBM aura suivi cette formation. Et nous envisageons même qu'elle devienne, de plus, un quitus nécessaire à l'obtention du diplôme d'ingénieur, tout comme l'est actuellement un niveau plancher de maîtrise de la langue anglaise ou une expérience de 18 semaines à minima à l'étranger. Il s'agirait également de former, au travers du même module, au moins la moitié des personnels de l'établissement à un horizon de 3 ans, en lien avec nos consoeurs de Compiègne et de Troyes, l'UTC et l'UTT. En parallèle, il s'agira de poursuivre la transformation de nos enseignements aux fins d'augmenter la fraction de ceux adressant explicitement les enjeux des transitions. Ensuite, contribuer pleinement à notre échelle, mais pleinement à l'effort auquel notre société doit consentir. Aussi, nous nous fixons l'objectif de réduire de 30% nos émissions annuelles de gaz à effet de serre, soit pratiquement 1500 tonnes équivalentes de CO2, avant la fin de la décennie. Et cet objectif est pleinement réaliste au regard des actions d'ores et déjà entreprises à venir, notamment sur le champ des réhabilitations bâtimentaires, mais nos efforts devront être bien entendu poursuivis. Et par ailleurs, afin d'inscrire durablement et de manière transversale cette trajectoire dans l'intégralité des activités de l'enseignement, suivre les actions engagées et dessiner les futures orientations, un conseil aux transitions et à la soutenabilité sera créé au printemps prochain. Cet espace de dialogue et de co-construction accueillera des représentantes et des représentants de l'ensemble des champs d'activité de l'établissement, formation, recherche, vie étudiante, pilotage, etc. La philosophe Hannah Arendt écrivait en 1961 dans La condition de l'homme moderne: contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Faire des promesses et surtout les tenir. Aussi, aux fins d'ancrer pleinement cette trajectoire dans le quotidien de l'établissement, de manière durable, dans le temps long, donc, j'aurai le plaisir de co-signer d'ici un instant avec les 2 référents transition et soutenabilité de l'établissement, John Phillips et Florent Petit, l'accord de Grenoble. L'accord de Grenoble a pour ambition d'être un document structurant de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les enjeux de la transition socio-écologique. Il a été présenté lors de la COP2 étudiante les 10 et 11 avril 2021 et il est le fruit d'un travail de synthèse s'appuyant notamment sur les contributions de groupes de travail opérés en 2021, sur les recommandations du groupe de travail ministériel présidé par Jean Jouzel et sur de nombreuses contributions des établissements eux-mêmes ou de diverses structures les représentant. La conférence des grandes écoles ou la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs, entre autres. L'accord de Grenoble, construit sur le modèle de l'accord de Paris sur le climat, s'articule ainsi en 5 grandes parties. Un préambule fixe le contexte du projet, mais également les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche au regard des transitions que j'ai évoquées. L'article 1 fixe un certain nombre de définitions afin de clarifier l'ensemble des termes utilisés. L'article 2 propose 11 objectifs qui touchent aussi bien à la formation des étudiantes et des étudiants que du personnel, à la gestion exemplaire des campus ou encore à une politique humaine et sociale adaptée. Et ces objectifs sont complétés par des annexes qui proposent des mesures concrètes aux établissements. Nous nous engageons aujourd'hui sur 103 mesures. Et enfin, l'article 3 expose clairement les 5 engagements qui obligent les établissements signataires. Le philosophe Sénèque, stoïcien parmi les stoïciens, nous sommes à Rome dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ,
écrivait dans son traité philosophique Les Lettres à Lucilius, « Saisissez-vous du présent, vous dépendrez moins de l'avenir ». Nous saisir du présent pour moins dépendre de l'avenir, c'est la tonalité de l'année 2023 à l'UTBM et c'est la signature que nous avons souhaité donner à cette cérémonie des vœux. Et nous allons à présent signer avec John Phillips et Florent Petit et au nom de l'ensemble de la communauté de l'UTBM, l'accord de Grenoble. Voilà. Alors il y a 2 stylos. Espérons qu'il fonctionne. Allez. Merci à vous. Alors il me reste à préciser ici que la signature de cet accord n'est qu'une première étape. Dès lors que l'UTBM déploie d'ores et déjà de très nombreuses dispositions qu'il contient. À cette première étape suivra donc rapidement la suivante, avant la fin de l'année prochaine, avant la fin 2024, au travers du dépôt de dossier de candidature de l'UTBM à l'accréditation dite DDRS, c'est-à-dire le label Développement durable et responsabilité sociétale des établissements d'enseignement supérieur, label découlant du Grenelle de l'environnement. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble prochainement. Je souhaite une fois encore vous renouveler à toutes et tous mes vœux personnels les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Et je vous convie à présent à poursuivre les échanges débutés ce matin autour de quelques rafraîchissements et de quelques viennoiseries. A tout de suite donc, et je vous remercie pour votre amicale attention. Merci à vous.